Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons comparer deux tarots, le tarot du royaume caché et le tarot des sœurs sorcières. Alors ce sont deux tarots qui ont été illustrés par Julia Jeffrey. L'un a un livre qui a été écrit par Barbara Moore et l'autre a été écrit par Julia Jeffrey. Donc nous allons regarder un petit peu ces deux tarots, voir un peu les différences. En quoi est-ce qu'ils se ressemblent et puis en quoi est-ce qu'ils sont justement différents. Alors dans le premier, il y avait imaginé que vous vous promenez dans la forêt en fin d'après-midi et que les rayons du soleil filtrent à travers les feuilles. Soudain des voix, des rires et de la musique semblent s'élever au-dessus des arbres immobiles. Puis vous prenez conscience que vous ne rêvez pas, il y a bel et bien des gens devant vous. Du moins, vous croyez que ce sont des gens qui sont en train de danser. Vous avez franchi la porte menant au royaume des fées, un royaume situé au-delà de notre monde quotidien. Donc celui-ci, il est axé sur la féerie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. D'une beauté envoûtante, ce coffret empreint du pouvoir des légendes et du folklore celtique reflète la nature farouche et mystérieuse de la sorcellerie. Inspiré du Rider-Waite, ces cartes vous plongent dans un monde peuplé de sorcières, d'êtres féeriques et d'histoires extraordinaires. Donc voilà, vous accompagné du livre explicatif de 216 pages et au fil des tirages, vous apprendrez à invoquer l'aide des divinités, à vous connecter aux 4 éléments et à insuffler de la magie dans votre quotidien. Chaque carte riche de sagesse vous relie à vos sœurs sorcières à travers les âges. Voilà, donc celui-ci, il a plus, on va dire, un thème sorcier, et celui-là plus un thème féerique, mais on voit qu'on est quand même sur le même domaine, qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux jeux. Alors, au niveau des livres, voyons voir un peu. Alors, le livre de Barbara Moore, il était assez costaud. Celui-là, il est plus petit. Dans celui-ci, on avait à chaque fois une reproduction de la carte, un petit texte qui était joliment écrit, et puis une signification divinatoire. Il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de... Il y a un petit texte quand même qui permet de comprendre un peu la carte, mais ça demandait d'être assez avancé quand même en tarot pour pouvoir l'utiliser. Sachant que, ensuite on verra les cartes sont pour la plupart pas directement lisibles comme le Rider où on a une petite scène de vie. Alors pour celui-ci, on a quelque chose de plus petit, mais la structure est assez similaire. Sachant que, voilà, on a une petite chose sur l'origine du tarot, les premiers pas, mélanger les cartes, les arcanes majeures. Et puis ensuite, c'est un petit texte, mais assez court, avec juste... en fait, elle s'est inspirée de... Je pense qu'elle s'est inspirée de ce qu'avait fait... Barbara Moore, mais avec quelque chose de beaucoup plus succinct. Donc là, on avait une page, là, on a quelques lignes. Et ici, on avait pas mal de choses sur la signification divinatoire. Là, on a un petit peu moins. Là, il faut voir que c'est écrit petit, mais il y a à peu près, oui, un petit peu moins, mais il y a quand même du texte. Alors, par contre, au niveau du texte, on va avoir, par exemple, pour le fou, arrêtons-nous un moment, écoutons notre instinct. La force et la sagesse qui sommeillent en nous ne sont pas toujours à entendre, pourtant elles sont toujours là. Le fou nous dit aussi d'être attentif à notre boussole intérieure, même si la direction qu'elle indique paraît absurde ou folle aux autres. Les yeux et le cœur de cette jeune sorcière sont grands ouverts. On pourrait la prendre pour une illuminée, mais elle ne se soucie pas du regard des autres. Pourquoi rater la joie de courir avec les lièvres ou la chance d'apercevoir une fée par crainte de leur désapprobation? Que ferions-nous si nous ne nous soucions pas de ce que l'on pense de nous? Le bavardage incessant de notre esprit et nos hésitations sans fin nous coupent souvent du monde vivant, des sens et de l'immédiateté de l'instant. Parfois, nous avons besoin de nous rapprocher de la terre, de respirer le parfum enivrant des fleurs sauvages, de sentir l'énergie nous traverser et de sauter. Donc vous voyez qu'on a plus des messages de guidance, des messages de contact avec la nature, des messages de
pour se sentir plus en puissance, plus en contrôle de sa vie. Donc c'est de la divination, mais pas la divination comme on peut voir par exemple dans le Petit Lenormand, où vous allez rencontrer quelqu'un, où on n'a pas une déclinaison en thème. On va avoir plutôt, alors on va regarder par exemple le 6 de pierre, on va plutôt avoir un texte d'inspiration qui va nous aider à se diriger sans pour autant donner la réponse toute cuite et brute à la question. Par exemple ici, le 6 de pierre, quand nous éprouvons le sentiment d'un lien fort, c'est indiscutable. Cette sensation qui palpite dans notre corps et chante dans notre sang peut être provoquée par une personne ou par un lieu, mais on la ressent au plus profond de nous. Le 6 de pierre parle de ce type de lien puissant. De telles expériences donnent le sentiment de se produire en dehors du temps ordinaire. Il y a une atmosphère d'éternité, de transcendance autour d'elle. Les cartes des arcanes majeures régissant le 6 sont les amoureux et la foudre d'elfe, ce qui indique des passions brûlantes ou un coup de foudre possible. Donc vous voyez qu'à partir du texte, on va pouvoir en tirer des informations, mais ça va demander de faire travailler son intuition, d'étendre la signification. Et souvent, je trouve que pour les débutants, c'est mieux avec des mots-clés, mais pour les gens qui sont intuitifs, ou pour les personnes intuitives, c'est de la divination un petit peu à l'ancienne, avec un texte qui va faire naître des réponses en nous. Et en ça, je trouve que c'est super intéressant. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par les petits textes. Alors au niveau, on va un peu plus regarder celui-là, puisque c'est celui-ci que j'avais très envie de vous présenter. Au niveau des tirages, alors, hop, ils sont à la fin. Donc, lecture à une carte, classique. Miroir de sorcière, qui peut être utilisé de toute façon avec n'importe quel jeu, évidemment. Donc, on choisit... alors, qu'est-ce que c'est ça? Après avoir mélangé les cartes, en vous concentrant, sélectionnez la première et choisissez parmi les cartes retournées celle qui vous représente. Posez-la face visible en position 1, mélangez de nouveau le jeu et choisissez la carte 2, face cachée. Posez-la sans la retourner à côté de la première. Prenez le temps de contempler les deux cartes. La première choisie pour vous représenter reflète votre vision consciente et quotidienne des choses. Laissez votre regard y errer un instant en restant ouvert et détendu. Puis retournez la numéro 2. Elle vous représente aussi, ou alors la situation, mais c'est le reflet que vous renvoie le miroir de sorcière. En quoi ce reflet diffère de l'original? Quelles sont les questions et les sentiments qui surgissent? Je trouve ce tirage super intéressant. Alors après, donc on a le 3 cartes classiques, hein, passé, présent, futur, ou ce que l'on veut. La situation et de possibilités d'action. Je trouve que c'est un jeu qui appelle, enfin qui est pas... qui demande, enfin, et un livre hein, qui demande de se poser et de réfléchir par soi-même, et je trouve que c'est très riche et que ça rend proactif dans les situations. Alors là, on a trois cartes, la situation, les sentiments et les émotions, et puis le numéro 3, ce que vous pensez de la situation, et avec chaque fois une petite question à se poser. Et puis le tirage en fer à cheval. Donc voilà, après il y a un petit peu de magie avec une idée de faire autre chose que des tirages et des lectures, pour voir comment est-ce qu'on peut se connecter profondément avec les cartes et créer une magie qui nous est propre. Voilà, avec cette idée de tirer une carte en début de journée, face visible ou cachée, selon ce qui nous convient le mieux. J'aime bien cette idée aussi de choisir une carte en regardant la carte qui nous inspire. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont inspirantes et qui changent un peu de ce que l'on peut voir dans des jeux qui sont, on va dire, avec un livre de divination très traditionnel. Mais c'est un jeu donc qui va demander de la réflexion. Donc c'est super pour faire par exemple comment dire, du travail personnel, de journaling par exemple.
voilà, elle remercie Barbara Moore, qui a dû peut-être superviser l'écriture. Voilà, donc c'est voilà pour le livre. Et puis nous allons regarder les cartes. Alors pour les cartes, ben, je les ai gardées, on va dire intactes, pour les regarder avec vous et pour les comparer avec le jeu précédent. J'avais envie de découvrir ça avec vous. Je trouvais ça aussi bah, plus sympa de voir un petit peu les réactions que je peux avoir à chaud sur, sur ce nouveau jeu. Alors, au niveau des cartes, elles ont à peu près la même dimension. Là, on avait un papier mat, ce qui faisait assez carton. Et je l'ai peu utilisé ce jeu. Bon, déjà parce qu'il est... C'est pas tout à fait un jeu que j'utilise. Enfin, c'est même pas du tout un jeu que j'utilise pour faire des tirages pour les autres. C'est un jeu que j'utilise juste pour moi. Et puis, j'y fais très attention parce que le papier est fragile. Enfin, le carton est fragile. Celui-ci, alors il est brillant. Alors l'avantage du brillant, c'est que ça met en valeur les contrastes. Et je trouve que ça, du coup, c'est très joli pour ce jeu-là. L'inconvénient, bah, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, bah, on peut avoir des traces aussi. Je ne sais pas si on voit ici. J'ai une petite trace sur le fond. Au niveau des dos, ici on avait quelque chose de gris et là quelque chose de rose avec des fleurs. Les deux sont magnifiques. Alors vous voyez que dans le fou, on a ici un fou beaucoup plus léger et là on a des regards. On a un regard, le regard de la sorcière et puis le regard du lapin qui est assez percutant. Qui interroge et d'où émane pas mal de puissance. Vous voyez les petites fleurs, ce sont les fleurs que l'on a au dos. Donc voilà, ça c'est pour le fou. Alors après le magicien, on va avoir un animal. Vous verrez que dans ce jeu-là aussi, on a des animaux, mais pour les cartes de cours. Donc on avait là un homme et là un animal. Je trouve la carte très belle. Je préfère quand on a un personnage pour le magicien. La grande prêtresse, donc là, il y a les cartes ont été renommées dans ce jeu. Et dans celui-ci, c'est plus classique. Alors j'adore cette grande prêtresse. Elle a quelque chose de... Donc on voit bien son lien à la lune, elle est douce. Et vous voyez ici, on a aussi un côté un peu badass. En fait, dans celui-ci, on va avoir vraiment quelque chose lié au pouvoir. Et autant celui-ci, il est empreint de douceur, de délicatesse. Celui-ci, ben, il a vraiment ce côté badass. Alors, ce que je voulais regarder aussi, c'est est-ce que c'est expliqué est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une explication sur le fait que ça a été renommé? Donc là, on a la reine d'Elphan. Alors, les fées sont souvent un peu sorcières dans le folklore écossais. Pardon, je vous mets le texte en face. La troisième carte des arcanes majeures, traditionnellement appelée l'impératrice, nous fait découvrir leur reine. Les rencontres avec les fées sont un thème récurrent dans les témoignages des procès en sorcellerie. L'un des plus marquants était celui de Bessie Dunlop, d'Ayrshire, je ne sais pas si je le dis correctement, visitée par la reine d'Elpham, déguisée en vieille mendiante. Donc vous voyez qu'on a cette explication. Alors je pense que ce jeu-là, il va beaucoup, beaucoup plaire aux personnes qui sont intéressées par la mythologie celte et on a des choses écossaises, irlandaises. Non, c'est l'Écosse d'ailleurs. Je crois qu'elle habite en Écosse. Oui, elle vit en Écosse, son pays natal. Donc on a beaucoup de choses sur les histoires, sur les mythes écossais et du coup bah, c'est super intéressant. Mais vous voyez ici la différence, hein. Là on a plus un aspect un peu maternel, doux, nourricier. Ici on a un peu l'aspect plus badass de la reine, de l'impératrice. Et dans les cartes traditionnelles de tarot, on a ces deux aspects-là. D'ailleurs dans le Rider, on a plus ça. Dans le tarot de Marseille, on a plus une reine qui en impose, voilà, qui est un bouclier, etc. Donc on a
En cela, je trouve qu'on est plus proche du Marseille sur l'énergie de la reine. Alors, l'empereur, c'est l'arbre de vie. Pareil, je trouve la carte très belle, mais j'aurais préféré un personnage, comme dans celui-ci. Mais en même temps, on a ce lien au monde, comment dire, au monde naturel qui est très fort. Et alors, celui-ci, ça fait 10 ans que je l'ai, donc je le connais bien, et j'ai développé une sorte de tendresse pour celui-là. Et celui-là, j'aime beaucoup l'aspect, regardez cette carte aussi, qui redonne du pouvoir et dans un monde assez désenchanté. Celui-là va apporter la douceur, celui-là va apporter le sentiment de faire partie de quelque chose et ce lien avec la nature, avec le monde naturel qui, d'ailleurs on dit, on se lie au monde naturel, mais on en fait partie. On n'a pas besoin de faire un effort pour se lier au monde naturel. On est complètement des créatures qui font partie de la nature. Nous sommes des mammifères. Voilà, on est donc on a cet aspect très sorcière, mais sorcière verte. Hein, on n'est pas sur la sorcière à la mode, voilà, qui est habillée en noir avec un chapeau. On n'est pas sur la petite sorcière, mais plutôt sur la druidesse peut-être, plus que la sorcière d'ailleurs. Alors les amoureux, les deux cartes sont très très belles. L'envol pour les talons féeriques. Alors j'adore celle-ci, je la trouve très très belle. Vraiment, je préfère, je pense, celle-ci. La force, j'aime bien la férocité qu'on trouve dans la force. Bon, j'aime bien celle-là parce qu'il y a un loup, mais au niveau de la représentation, j'aime beaucoup celle-ci. Vous avez vu aussi que les couleurs sont beaucoup plus vives. Ici, on a des couleurs plus, on va dire, les Américains disent muted, je sais pas comment on dit en français, un peu plus douces, alors que là, on a des choses qui sont un peu flash. L'ermite, j'adore celle-ci. Elle est super belle. Celle-là est sympa aussi, mais je trouve celle-ci très, 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 très belle. La fée de la fortune, alors ça, c'est une carte qui n'a pas été très bien comprise hein, dans ce jeu-là. D'ailleurs, vous voyez, hein, les cartes sont difficiles à repérer quand on n'a pas l'habitude parce que on n'a pas... ici, on n'a pas une roue, et là non plus, mais on a quand même le rouet. Donc celle-ci, elle est plus lisible, elle est plus facile à lire. Et celle-ci, il y a ce côté de faire un vœu, de la bonne fortune peut-être, mais elle est un peu plus compliquée à lire. Mais même chose, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les deux, on va avoir différents aspects de la carte. La justice, donc vous voyez qu'ici, bah, c'est pas évident quand on voit juste la carte dans les deux. C'est-à-dire qu'ici, bon, on pourrait se dire, tiens, c'est peut-être un cavalier avec son épée. Non, c'est la justice, c'est l'épée de la justice. Et là, on a ces deux mains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a expliqué dans son livre, mais donc ça demande d'aller le lire. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un jeu qui apprend aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne, puisqu'on est dans le monde de tout est rapide, on apprend vite, on sait vite, on a vite une information. Là, c'est un jeu lié à la lenteur, l'autre aussi d'ailleurs. On prend son temps. On va lire, par exemple ici, c'est la Morrigan, qui est une des figures les plus fascinantes et les plus complexes de la mythologie celtique. L'un de ses nombreux rôles consiste à choisir les guerriers qui mourront sur le champ de bataille. Volant avec ses corbeaux, elle fond sur ceux qui l'emportera. Elle et ses sœurs, Masha et Dab, jouent aussi jouent aussi un rôle protecteur vital, défendant leurs terres contre les envahisseurs et brandissant leurs fautes pour semer la confusion chez l'ennemi. La Morrigan peut sembler féroce et redoutable, mais elle est aussi la grande mère qui guide son peuple d'une main aimante et ferme. Donc voilà. Donc on a l'explication, et quand on lit, on comprend tout de suite pourquoi est-ce qu'elle a été choisie. Mais quand on regarde la carte, bien ça demande soit de très bien connaître le jeu, soit d'aller lire le livre. Et moi, je trouve que c'est bien de réapprendre à prendre le temps. L'initiation, donc pour le pendu, donc là, même chose, hein,
les gens qui connaissent pas très bien le tarot vont se dire, tiens, 12 initiations, qu'est-ce que c'est? En même temps, le terme initiation est beaucoup plus parlant que le terme le pendu. Hein. C'est plus, on se rend mieux compte de ce que ça signifie quand on tire les cartes, si on voit l'initiation, plutôt que si on voit le pendu, quand on ne connaît pas. La mort, j'adore cette carte. Alors, je la préfère au niveau de la représentation. Je la trouve hyper parlante avec cette idée des âges et comment dire, de cette frontière assez floue entre les gens qui sont partis et ceux qui sont encore du monde, on va dire, incarné. J'aime énormément cette représentation. Bon, de toute façon, toutes les cartes sont belles, hein, donc tout est beau. Mais je la trouve plus parlante que celle-ci, où on retrouve un esprit un peu de Morrigan aussi dans la représentation. Alors, la tempérance, c'est le flux. Donc, même chose. Moi, je regarde cette carte, alors celle-ci, je reconnais le Rider, ou le Taureau de Marseille. Celle-ci, je me pose la question de qu'est-ce que c'est, ce flux. Alors, le flux, c'est peut-être la circulation, mais je vais aller lire le livre. Alors, le Seigneur de la forêt, j'adore. Bon, j'aime bien les deux. J'aime bien ici qu'il soit plus âgé, que ce soit pas un jeune homme. J'aime ce côté de Kernounos, en fait, de vieil homme. Enfin de vieil homme, d'homme un peu plus âgé, qui a une sorte de prestance. C'est moins l'amoureux et plus l'homme l'homme puissant de la forêt. La foudre d'elfe. Là, on a le être fendu pour la tour. Donc là, on retrouve hein, les éclairs, mais un petit peu différemment. Et ici, c'était plus voilà, les éclairs avec, à la place d'une tour, l'arbre. L'étoile avec l'antique étoile. Alors celle-ci, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Ah, vous voyez aussi qu'on a des personnages qui sont beaucoup plus marqués, beaucoup plus détaillés. Donc, elle a cette capacité à représenter les personnes d'un certain âge qui n'est pas évidente. Hein. On retrouve il y a peu d'illustrateurs ou illustratrices qui le font avec brio parce que ça demande beaucoup de détails. Mais ça apporte, je trouve, une profondeur au jeu. Voilà, ce jeu-là, je le trouve plus mature. Et même dans les regards d'enfants, on n'a plus, par exemple, comme ici dans l'étoile, on avait un enfant avec un regard un peu innocent. Ici, on a un enfant qui sait. Donc voilà. La lune, le soleil. J'adore. J'adore cette carte. Donc on peut travailler avec les divinités celtes à partir de ce jeu-là. Je trouve beaucoup plus facilement qu'avec celui-ci. Le renouveau pour le jugement. Et le monde, c'est la terre. Et ça, je trouve, même chose, super intéressant. J'adore cette carte. Elle est magnifique. Ah, l'as d'arbre, nous avons... Donc, c'était les arbres, ce sont les bâtons. Ça a été renommé. Et là, on va avoir un petit lièvre, alors qu'ici, on avait un renard. Le 2 d'arbre, donc on a cette disposition de 2, là, 2 de bâton. Donc, c'est pas évident à partir des cartes à nouveau, surtout pour les mineurs, de retrouver la signification. Par exemple, pour celui-ci, qui est nouveau, moi, je vais à chaque fois aller voir dans le livre pour connaître les cartes. Le 4 d'arbre, donc ici le 4 de bâton, donc c'est très très différent du rider. J'aurais peut-être dû aussi sortir un rider pour vous montrer un peu la différence. Le 5, alors cette effervescence et ce travail en fait d'énergie, en fait cette mise en mouvement d'énergie, on l'a ici avec les petits elfes qui sont dans l'arbre, et ici ce sont les lièvres. Vous voyez qu'ici on a le lièvre aussi.
Ah, d'ailleurs, on a le lièvre sur toutes les cartes. Voilà, le 6. Bon, je ne vais pas tout... le 7. Magnifique. Magnifique ce 7. Le 8 d'arbre. Très, très différent dans l'énergie. Hein. Très, très, très différent. Donc ça, c'est pareil. Ça vaut vraiment le coup d'aller lire la carte. Le 9 d'arbre. Ah oui, et aussi celui-ci, donc d'ailleurs comme son nom l'indique, il est beaucoup plus féminin. On va avoir énormément de personnages féminins, alors qu'ici on a plus du féminin et du masculin. Alors, ah, quand j'ai rangé le jeu, je ne les ai pas remises, enfin je les ai mises dans... Tac, on va mettre comme ça. Alors le valet, donc là on a une demoiselle. Très jolie. En plus, elle ressemble beaucoup à une jeune fille que je connais. Super beau. Le chevalier, ben là, on a la sorcière. Ici, on a la reine. Et là, le roi. Donc là, le roi, on a un animal à nouveau. Vous voyez aussi que les cartes sont plus... il y a moins de... Sur pas mal de cartes, il y a moins de détails que sur ces cartes-là. Là, on retrouve un animal qui va être un peu l'animal... quelque part l'animal de pouvoir de la suite. Le 2. Ah, là j'aime beaucoup parce qu'on a une sorte de face-à-face avec soi-même qui est très intéressant. Alors le 3, on a un saumon. Moi j'aurais bien aimé avoir des personnages sur toutes les cartes, parce que je trouve que comme il est assez... enfin, comme elle fait des illustrations qui sont assez émotionnelles, où elle est capable de faire ressentir des émotions à travers les expressions de ces personnages. Bah, on n'a pas la même chose quand on a par exemple un saumon. Le 6 d'eau. Donc vous voyez qu'on a des portraits en fait. Hein. C'est là-dedans qu'elle est spécialisée. C'est vraiment ces portraits de personnages. Alors là, on voit par contre un peu une scène. Qu'est-ce qui s'est passé? On imagine que c'est une idée peut-être de Selkie, qu'on a un lien avec la Selkie. Faudrait regarder le livre. Et le 9, vous voyez là à nouveau une femme. Et le 10. Les portraits sont magnifiques. C'est vraiment un jeu... je trouve que, au-delà même de la cartomancie, ça peut être un jeu de collection pour la beauté des illustrations. La demoiselle, la sorcière, la reine, le roi. Donc là, j'aime bien parce que ici, on avait un roi qui était très jeune. Moi, j'aime bien avoir des rois un peu plus âgés pour... oui, voilà. Peut-être parce que je suis plus vraiment très jeune. Donc, mais j'aime bien, il y a une idée aussi derrière le roi d'expérience. Plus on monte, hein, le valet, il est jeune, le cavalier, c'est un peu l'adolescent, la reine, c'est la sagesse. Et puis après, le roi, il incarne un peu l'aboutissement avec cette sagesse du masculin qui aussi impacte le monde, l'extérieur. Alors l'as, le 2. On a pas mal de face-à-face là avec les deux, de face-à-face entre deux personnages qui se ressemblent. Je trouve ça, enfin, ou là, dos à dos, je trouve ça intéressant comme idée. Le 3 d'épée, vous voyez ici on a ce deuil avec ces fleurs roses.
Alors qu'ici, on a des pies. Alors, pour les gens qui travaillent avec les animaux, je trouve intéressant ce jeu avec pas mal d'animaux sur les cartes. Le 4, donc on a le nid, le 5, super badass. Là, on a plus des belles fées. Ici, on a plus des fées et des sorcières un peu badass, qui sont pas là pour faire joli. Il y a vraiment de la puissance en fait dans ce nouveau jeu. Et ça, oui, c'est l'illustration de la boîte. Le 8 d'épée. Voilà, le 8 d'épée où souvent, enfin, dans le rider, on a un personnage qui est bloqué. C'est marrant, on a la même position des deux personnes, là, des deux personnages. Voilà, donc ça à lire, à voir un peu comment est-ce que ça a été choisi. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, on a une petite histoire à lire. Par exemple, ici, cette vieille femme, là, pour le 10 d'épée. Enfin, le 10 de cieux. On va regarder. Mère ciel. Alors, Mère ciel veille sur nous et voit tout. Sa sagesse et sa mémoire sont aussi illimitées que les cieux. Les corbeaux, oiseaux sacrés des Celtes, tournoient et planent, portant des messages entre les mondes. Fouettée par les tempêtes dont les souffles glacés projettent des aiguilles de givre dans ses cheveux, elle endure tout, ranimée par la beauté de chaque nouvelle aube. Les nuages qui se forment pleurent des larmes de pluie sur la terre, mais les vents tourbillonnants les emportent et le ciel s'éclaircit. Nem, le ciel, est le dernier des 3 royaumes de la tradition celtique, avec la terre et la mer. Ces royaumes, qui forment la grande spirale triple, An Tribis Mor, sont au centre de tous les rites et rituels. Le temps écrira son histoire sur nous, sculptant nos visages, nos corps et nos esprits. C'est super beau. Comme le vent et le gel sculptent les montagnes. Je suis vraiment agréablement surprise par les textes. Au début, je m'étais dit, je ne suis pas trop sûre. En plus, c'est court. Mais en fait, c'est la première partie. Je trouve qu'elle est super intéressante. Et on a une histoire, une connexion, une inspiration qui est hyper intéressante. Et d'ailleurs, je pense que, une fois que je vous l'aurai présenté, je pourrais le mettre sur ma table de chevet et puis tirer une carte et la lire avant de me coucher. Je pense que ça peut être... Ah, pardon, je ne les ai pas mises dans le bon sens. Ça peut être super intéressant à faire. Et puis surtout, inspirant. Ça peut peut-être aussi déclencher des rêves. En ce moment, je rêve beaucoup. Donc, ça me dit bien de tester ça. Le roi des cieux. Vous voyez que les visages sont beaucoup plus anguleux. Il y a presque une sorte de style un petit peu différent. Et puis, pour les pierres, on a le serpent. Très intéressant. C'est pas ce que j'aurais... Il y a un côté aussi, je trouve, dans les représentations qui fait presque préhistorique. Sachant que les mythes aussi sont influencés par les traces de la préhistoire. Donc voilà, ces spirales, c'est ce qu'on va retrouver sur des pierres. Et ce sont des spirales qui ont été gravées pendant la préhistoire. Super beau. Voilà, mais le 3 de denier, ici, on a l'artisan, donc on reconnaît un peu plus, alors qu'ici, on a cette fabrication, mais avec 3 pierres mises l'une sur l'autre. Donc, si on connaît la signification, on va peut-être se dire, oui, d'accord, je vois bien un peu ce que ça veut, ce que ça signifie. Alors, on a des digitales, ça, faudra que j'aille voir aussi.
Qu'est-ce qu'elle a écrit dessus? En fait, Ah, elle nous a remis des... Ah non, là, elle a mis des petits marcassins, alors que là, on avait des blaireaux. C'est trop mignon. Le 5. Mhm. Intéressante, celle-ci. Et hyper parlante, du coup. Avec cette idée de... On dirait des têtes coupées qu'elle tient dans la main. Ah, on n'a pas des gens qui sont en train de ramasser des petites pommes. Là, on a un personnage qui a l'air de faire un rituel, qui doit être aussi lié au monde celte. Le 7. Le 8. Le 9 avec le fer à cheval. Très intéressant. Le 10. Gardez-moi cette vieille femme badass. Pour les gens qui... Alors, c'est un peu différent, mais... qui ne parlaient pas anglais, qui étaient intéressés par le Weaver's Oracle, je trouve que ce jeu-là, il a un peu cette... énergie un peu féroce, enfin même féroce, hein, Weaver's Oracle, il est super... les tisseuses sont souvent assez féroces, et là, je trouve qu'on retrouve cette énergie-là. Un beau roi de pierre. Donc en résumé, bah, je l'aime beaucoup. Je le trouve assez complémentaire. On va le mélanger pour voir comment il se mélange. Je le trouve complémentaire. Il n'est pas fait pour être tiré en droit envers. Alors attendez, parce que les cartes sont assez... je ne l'ai jamais mélangé. Donc les cartes sont assez raides pour l'instant. Mais au bout de 2-3 brassages, ça va. Voilà, tac. Je trouve qu'on a une belle proposition, une belle énergie qui peut être super intéressante pour les gens qui ont envie de travailler en magie. Plus que pour les personnes qui ont envie de faire des tirages, est-ce que un tel va revenir, etc. Là, je trouve qu'il a plus, non, c'est celle-ci, il a plus d'énergie oui, une énergie, puis il a plus été fait pour cette connexion avec cette puissance, ah oui, avec cette puissance de la Terre. Hop, alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, on a 2 7. Alors ça, c'est intéressant. Parce que c'est un chiffre magique. Le 7 d'arbre. Alors, 4. 7 d'arbre. Alors, donc là, on a le chat sauvage. Écossais dans la carte de la force. Cette sorcière des forêts a pris ce chat comme emblème. Son énergie incandescente rayonne tel un soleil. Dans le chant d'Angus le voyageur, le poète Yeats écrit « Je me rendis dans le bois de noisetier, poussé par un feu dans ma tête. Et c'est ici, dans ce bois de noisetier, que nous la trouvons. » Le noisetier, autre arbre magique des Celtes, est parfois considéré comme le plus puissant. Alors là, il y a une légende. Donc là, on a l'esprit du chat sauvage. C'est vrai, ce jeu-là, il a cet esprit de sauvage, en fait. Il nous met au défi de nous battre pour les lieux sauvages, dans notre monde et en nous. Les branches de noisetier signifient que nous possédons déjà les connaissances dont nous avons besoin, même si nous ne le savons pas encore. Voilà, donc on va avoir une... Donc on a cette idée, voilà, de chat sauvage, et puis de la connaissance que l'on a déjà en nous. La mort, alors, celle-ci j'ai hâte de voir. Ça, c'est la Kayak, la déesse mère des Celtes.
à la fois sous sa forme estivale et hivernale. D'accord, donc elle parle de la vie comme de la mort et de l'éternelle répétition des cycles de décomposition et de renouveau dans la nature. Donc, dans sa jeunesse, elle est épouse du dieu du soleil Lugh. On l'appelle Bui, jaune en gaélique, donc qui correspond à l'or de ses jours de gloire et de pouvoir, comme à la couleur de l'ajonc, sa fleur sacrée qui illumine les Highlands en été. Mais la roue des saisons tourne, les fleurs se fanent et les collines se couvrent de neige. Elle devient alors la kayak beurre, la vieille reine de l'hiver à la peau bleue, qui se remémore sa gloire passée en gardant les troupeaux durant les jours sombres où la vie est réduite à sa plus simple expression. Donc là, il y a des idées de peur et de sentiment face à la mort, la nôtre ou celle d'un être cher. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un présage de malheur. La mort fait partie de la vie et il n'est pas rare qu'elle soit présente dans notre esprit sous une forme ou sous une autre. Pardon, je ne vous l'ai pas mis en face. Les cycles de la vie et de la mort dont il est question peuvent aussi concerner une relation, un travail, etc. Donc on a, en effet, on a l'aspect sauvage, l'aspect de la mort et de ce qu'elle signifie dans nos vies, les petites morts et les grandes morts, notre lien avec la mort, et puis pour les gens qui sont face à ça, avec cette aide de cette déesse mère, avec l'aide de cette déesse mère, ça peut être très intéressant. Puis là, on a le 7 de cieux. Alors, plusieurs cartes numérotées des arcanes mineures de ce tarot illustrent les aspects particuliers de la pratique de la magie, comme la cueillette des plantes, la danse sacrée, la divination et les rituels. Le 7 de cieux combine l'utilisation de plantes pour induire des états altérés et les rituels. Ici, la fleur étonnante qui s'épanouit à côté de la sorcière, c'est une jusquiame qui a été employée en Écosse à des fins rituelles dès le néolithique. Donc, vous voyez que là, on est dans la préhistoire. C'est le baume d'envol qui permet la transe et les hallucinations. Alors, l'envol est la carte des arcanes majeures régissant les 7, mais c'est avec le 7 de cieux que son influence est la plus sensible. Tous les éléments sont réunis. Elle a cueilli de la jusquiame et préparé avec soin son baume d'envol. Des corbeaux sacrés se rassemblent et des nuages pourpres sont chargés d'électricité. Ses mains se déploient telles des ailes prêtes à s'envoler. Cette carte annonce une avancée. Nous nous élevons rapidement à une hauteur inenvisageable auparavant. Donc soit au niveau hasard, soit combinaison de circonstances, etc. Et donc c'est la carte de la méditation, de la visualisation, de la danse, du chant, tout ce qui apporte cette élévation. Donc si on devait résumer ce qu'apporte un peu ce tarot, on a ce côté de sauvagerie qu'on voit bien à travers les illustrations, ce lien avec la mort, avec tous ces personnages où il y a beaucoup plus de personnages qui ont un certain âge, et puis on a cette idée de vie renaissance, donc on a aussi ceux qui étaient avant nous, et puis l'acceptation voilà, des cycles de la jeunesse qui passe pour après devenir adulte, etc., pour vieillir et puis après partir. Et puis ici, l'idée de l'élévation. Donc vous voyez que c'est quand même un jeu assez spirituel, je trouve, spirituel, et en fait je pourrais vous en dire un petit peu plus quand je l'aurai plus utilisé. Mais là, je me vois bien aussi l'utiliser avec le jeu avec les lièvres de John Matthews. J'ai plein d'idées pour faire des choses avec. Voilà. Bon, en résumé, il me plaît beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder ce jeu. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!